Voilà, nous sommes de retour sur le plateau avec cette très belle chanson, Fusion, Charlotte Dipanda, Singila, et ça donne ceci, on est content. C'est bon pour les mélomanes. Larry, bonjour. Bonjour mes gars. Voilà, on va bonjour aller... à tous ceux qui nous regardent. Bonne année. Ah, bonne année, justement. Bonne année. Tous les fidèles téléspectateurs de STV, et sans oublier tous ces femmes et ces hommes-là qui sont dévoués à leur travail. Je voudrais également souhaiter les meilleurs vœux à la directrice de STV. Voilà. Madame Ozane Defo. Non, C'est comme ça qu'elle elle est s'appelle. la chef de chaîne. Ah, elle n'a pas dit. Monsieur le directeur Monsieur le général, c'est monsieur Ibako Moukete. Ah, ok. À monsieur le directeur, justement, aussi, je souhaite mes meilleurs vœux. Monsieur Ibako Moukete Collins. Le directeur général adjoint, c'est monsieur Ben Fondoufé. Directeur général adjoint, monsieur Ben Fondoufé. Voilà. Ok. Ce sont les papas d'argent. Hein. Ok, et alors Larry, on parle justement de Emma Hépatomégalie. Hépatomégalie. Je t'ai dit ça, non, mes gars. C'est même quoi? Tu m'as dit quoi? Que c'est Eh, l'hépatomégalie. va là-bas, tu as dit ça quand Kavino, hein? On t'écoute, Docteur Larry, c'est moi. Hein. Après, docteur Larry, c'est toi. Ah, bon, c'est le Il me lait. forme. C'est le lait. Aucun lait, c'est bon. Tu es dans Justement- une bonne formation. Justement, parlons de l'hépatomégalie. Il s'agit bien évidemment du foie qui prend du volume, d'une augmentation du foie, c'est-à-dire de notre foie. Bien évidemment, elle peut être diffuse. Quand on dit diffuse, ça veut dire que prendre tout le foie, ou elle peut justement se localiser à une partie de notre foie. Donc c'est ça l'hépatomégalie. C'est quoi même le foie et quel est le rôle du foie? Parce qu'il faut d'abord un peu qu'on essaye de parler de ça. Bon, il faut dire que le foie, c'est un organe, Oui, l'organe le plus volumineux de notre système digestif. Ça, il faut le dire. volumineux. Volumineux, je dis encore. Wow. De notre système digestif, ça c'est important de le savoir. Maintenant, de part, c'est une multiple fonction. Parce que c'est très important de connaître justement ces fonctions pour pouvoir prendre soin. Le foie en elle-même, d'abord, un centre d'épuration, de filtrage. Ça veut dire le sang, bien évidemment, quand je parle d'épuration et de filtrage, c'est pour le sang. Elle fabrique, non seulement, elle joue également un rôle de stockage. Voilà. Elle rend inoffensif tout ce que nous ingurgitons, c'est-à-dire tout ce que nous mangeons et nous buvons, toutes ces toxines-là à l'intérieur. Elle joue le rôle justement de les rendre inoffensifs, justement en les capturant. Un peu comme le filtre. Voilà, c'est un filtre, même pas comme... Wow. C'est un filtre. Alors, elle produit également ce qu'on appelle la bile. La bile qui contribue justement à une bonne digestion. Ok. Nous avons souvent entendu parler du cholestérol. Il faut dire également qu'elle fabrique le cholestérol. Voilà, dans notre organisme. Et également, en ce qui concerne les protéines, elle joue un très grand rôle en ce qui concerne le métabolisme de protéines. Wow. Voilà, en général, voilà tous les rôles que... Mais il faut dire que le rôle principal, c'est celle-là qui est justement de pouvoir filtrer l'épuration de notre sang. Mais Larry, tu veux nous dire que le foie, c'est l'organe le plus volumineux de l'organisme. Du système digestif. Ah, du système digestif. Je n'ai pas dit de... Voilà. Bon, puisque c'est le plus volumineux du système digestif, comment alors reconnaître un foie qui a gonflé? Voilà, il faut dire que de prime abord, tout ce qui est pathologie du foie, les symptômes généralement se révèlent une fois qu'on commence déjà à faire la maladie. C'est pour dire que si on n'est pas assez attentif, si on n'écoute pas bien son corps, on pourrait justement passer à côté. Ok. Voilà. Et donc il faut dire, en ce qui concerne les symptômes, justement, quand vous commencez déjà à ressentir, c'est-à-dire que la maladie commence à se manifester, parce que quand on parle d'hépatomégalie, il faut dire qu'il y a plusieurs causes d'hépatomégalie. Alors, maintenant, ces symptômes-là, il y a justement ces troubles digestifs-là, qui peuvent être là, perte d'appétit, amaigrissement, on perd du poids, il y a du bâillement, c'est-à-dire vous sentez le ventre justement qui gonfle, et aussi les douleurs également, et une pesanteur au niveau de la poitrine. Il y a des gens qui disent que non, je sens que ma poitrine pèse. Et à la palpation, justement, quand le médecin a la palpation au niveau du foie, il faut dire qu'elle est située sur le côté droit, c'est-à-dire sous ce qu'on appelle les poumons. C'est là où se localise justement le foie. Alors à la palpation, le médecin va justement ressentir certains nodules lors d'une consultation, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'examen clinique. Par ailleurs également, après certains examens, notamment imagerie, l'échographie, ça nous révèle justement, on va voir que le foie a augmenté de volume à l'issue de cet examen-là. Voilà.
Ok. Et tout à l'heure, tu nous parlais des causes de l'hépatomégalie. Quelles sont donc les causes de l'hépatomégalie? Ok. En ce qui concerne les causes, déjà, il y a plusieurs. Je voudrais citer d'abord les infections, l'hépatite virale, autant pour moi. Voilà. Quand on parle d'hépatite virale, il y en a plusieurs. Nous avons la A, nous avons la B, nous avons la C, nous avons la D. Wow. Ça, c'est important de le savoir. E. Alors, maintenant, pour ce qui est A, c'est vrai qu'on n'est pas constamment, on n'en parle pas trop, mais à partir des aliments souillés, contaminés, des lots également, on peut contracter cela. Ça, nous savons que la B et la C, sexuellement, c'est une infection sexuellement, IST, sexuellement transmissible. Donc, il faudra déjà qu'on le sache que des rapports non protégés, on pourrait être exposé justement à une hépatite C ou la B, bien évidemment, qui doit justement causer une inflammation du foie, c'est-à-dire une augmentation encore en d'autres termes. Mais et quand on parle du foie, là, ce n'est pas la cirrhose de foie, là, dont on... Non, la cirrhose aussi, ça fait partie des complications, ça fait partie des lésions du foie dues à l'alcoolisme. Pour ceux qui boivent l'excès d'alcool, justement, on tend justement l'une des complications, c'est ce qu'on appelle la cirrhose de foie. Là également, ça fait justement partie d'une hépatomégalie parce que ça cause une inflammation du foie. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'hépatite, les hépatites comme je citais, l'hépatite D, dont beaucoup de gens, justement, l'ignorent également, il faut dire que quand vous contractez l'hépatite B, vous pouvez être également sujet à l'hépatite D. Notamment les hommes qui couchent entre eux. Ça, il faut le savoir. Ces gens-là sont beaucoup plus, c'est des personnes à risque en ce qui concerne l'hépatite D. Donc là, c'est important de le savoir. Maintenant, en ce qui concerne les hépatites non virales, notamment, il y a l'alcool. C'est là où on parlera maintenant justement de la cirrhose de foie. Il y a la consommation beaucoup de graisses. Parfois, vous entendez parler du foie gras. Alors, le foie gras, justement, c'est que tout autour de votre foie, justement, il y a une accumulation assez considérable de graisse. On appelle ça encore la stéatose. Le jargon médical, c'est ça. Donc, voilà. Donc, les causes, il peut aussi avoir... N'oublions pas aussi que la cigarette, le tabac, justement, également peut causer une inflammation de notre foie. C'est ce que nous devons savoir. Donc, voilà en général. Et pour finir, ce qu'on appelle la malbouffe. Voilà les causes. C'est-à-dire notre mauvaise façon de manger. Et je crois que beaucoup de gens ont été sujets justement lors de ces fêtes. Ah ouais. On en a mangé, je ne voudrais pas dire que très mal, mais des mélanges et tout là qui certainement a dû, pour ne pas dire infecté, a affecté notre foie. Bon, l'hépatomégalie là, qui est personne à risque et quels sont les facteurs de risque? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde est personne à risque. Si nous tous faisons des rapports, c'est pour dire que nous sommes personnes à risque. On peut contracter une hépatite, que ce soit la C, que ce soit la B. Si nous mangeons des aliments qui ne sont pas sains, nous également, on peut contracter une hépatite A ou bien une hépatite... Et par exemple des... Oui, vous avez fini. Oui, non, je n'ai pas fini. Alors, donc, voilà des personnes à risque. Maintenant, pour ce qui concerne les facteurs dont vous avez dit, les facteurs, je voulais déjà parler, les facteurs ou encore ce qu'on pourra encore appeler les ennemis du foie. Nous avons en premier lieu la graisse. Après vient le sucre. Oui. Le sucre, j'aime bien l'appeler le sucre ajouté. Sucre blanc. Voilà. Justement, c'est-à-dire que vous buvez du lait, une tasse de lait, et vous demandez encore, au moins, vous y mettez encore 2 à 3 carreaux de sucre. Ça, c'est très dangereux. Notre foie va justement subir des dommages. Alors, nous avons alors également comme des facteurs, des ennemis, il y a ce qu'on appelle la surcharge pondérale et l'obésité. Ça, c'est aussi très important de le savoir. Parce que quand vous avez déjà des problèmes de foie et que vous êtes obèse et que vous avez une surcharge, sincèrement, la prise en charge serait très difficile. Oui, je ne voudrais pas dire qu'on ne va pas vous soigner, mais ça va dépendre maintenant justement la cause de votre hépatomégalie. Maintenant, parmi justement les facteurs, et ça, beaucoup de gens justement vont se jeter là-dedans, le régime pour perdre le poids. C'est ce que j'appelle encore les régimes drastiques ou bien restrictifs. Je m'adresse beaucoup plus à ceux-là qui se jettent dans la consommation du vinaigre de cidre. Il y a des gens qui boivent. Voilà, comme quelqu'un disait ce matin, non, j'ai un mariage là, j'ai besoin que ma tenue, je puisse le... Je vais boire pour cela, je bois le vinaigre. Voilà, je veux boire le vinaigre, alors qu'il me demandait de conseils, et le citron,
je n'ai jamais compris où on mélange le citron du vinaigre, et le de cidre. cidre. Et vraiment, sincèrement, j'étais... Mais c'est la tuerie, ça. J'ai failli m'énerver contre cette dame-là parce que Mais c'est là, soit le citron, là soit elle le ne me vinaigre demandait de pas, cidre. mais elle me disait que non, c'est une très bonne recette et tout et tout. Là, j'ai dit franchement, En plus. moi en plus, je n'ai jamais entendu parler, mais faites attention parce que c'est votre foie que vous détruisez. Waouh. Des régimes vraiment, moi je Surtout pourrais que c'est appeler acide, draconiens. c'est acide, Vraiment, c'est c'est pour des vous trucs tuer. C'est pour vous acides. tuer. C'est pour vous tuer. Donc, ces gens, voilà également ces régimes qui sont des ennemis de notre foie. Donc, sachez comment faire justement un bon régime. Et je voudrais attirer l'attention qu'on ne saurait faire un régime de perte de poids sans avoir fait une détoxification, sans avoir détoxifié son foie. En principe, il y a 2 organes très importants où on devrait d'abord nettoyer avant de se jeter dans un régime justement qu'on appellera encore perte de poids. Donc faites très attention, autrement dit, vous n'aurez pas un résultat, vous serez justement en train de vous détruire. Et n'oublions pas que un régime restrictif ou bien draconien nous soumet justement à certaines pathologies. Je ne voulais pas dire même le diabète, parce que là, ça va affecter, ça risquerait d'affecter également ce qu'on appelle le pancréas. Et là, ça serait très dangereux. Ça alors. Oui, je voudrais un peu qu'on fasse une petite parenthèse parlant des hépatites là. Et quand quelqu'un a par exemple les hépatites ou bien c'est une hépatite B, qu'est-ce qu'il doit éviter de manger ou de boire? En quelques mots, c'est une parenthèse. Voilà, en ce qui concerne les hépatites en général, virales, que ce soit non virales, déjà qu'il faut dire, je crois que Mère Grace l'a souligné une fois sur ce plateau, les hépatites, la prise en charge est effective au Cameroun. Je crois que vous l'avez souligné, vous avez oui, il faut le savoir. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que... Et on en guérit. C'est Voilà, gratuit. et on en guérit. Voilà. C'est gratuit. Donc l'hépatite, non, mais pas gratuit, mais c'est à moins de coût. C'est à moindre coût, parce Voilà. que le médicament coûtait 100 000 francs Avant, CFA. avant. Maintenant, aujourd'hui, c'est dans les 5 000 francs CFA. Voilà. Et donc, le gouvernement prend voilà. en charge Maintenant, ça va justement dépendre du degré, du degré pour de la, la pathologie, guérison. de la guérison. Pour Donc la il y a des guérison. gens qu'on peut soigner en 3, 6 mois, ainsi de suite. Donc c'est important. Si c'est encore en phase initiale, on Voilà. guérit. On guérit, non, on guérit vraiment. La prise en charge, je connais des patients de l'hépatite C qui ont été guéris. Donc il faut dire que Et la même prise en charge. hépatite B. Voilà. La prise en charge est effective. Donc je voulais déjà répondre à Cravino. C'est important de le savoir. Ne croyons pas, ne pensons pas seulement qu'il n'y a que des praticiens. Parce qu'avant, on savait que quand on a les hépatites, il faut aller voir, il faut prendre les plantes et tout. Mais aujourd'hui, on le soigne à l'hôpital, donc c'est important de le savoir. L'hépatite Mais C maintenant, et l'hépatite B, donc. oui, B. Et surtout déjà qu'il faut, c'est vrai, je me réserve souvent de parler trop de vaccins. Voilà, mais sachez qu'il y a un vaccin contre l'hépatite B. Alors pour quand faire on son est- vaccin, il faut s'assurer que vous avez une hépatite B négative. Négatif, oui. Avant de le faire. Ça, c'est important. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'il faudrait éviter, nous l'avons cité là, en ce qui concerne les ennemis, de prime abord, tout ce qui est sucre, tout ce qui est graisse, il faut l'éviter. Tout ce qui est raffiné, tout ce qui est friture, il faudrait éviter, en principe, quand vous êtes déjà. Et consommer notamment des aliments, c'est-à-dire, je dis toujours vapeur souvent, ou bien des fruits, des légumes. Et quand je parle des fruits, les agrumes surtout. Et comme fruit phare pour notre foie, il y a ce qu'on appelle le pamplemousse. Le pamplemousse est très bénéfique, très bien pour notre foie. Et je voudrais le préciser, parmi nos organes, l'organe justement humain, le foie fait partie des organes qui se régénèrent. À lui seul, le foie. Quand se régénérer, ça veut dire que ça reprend, c'est-à-dire ça redevient, hein, ça renaît, comme on dit, la renaissance, en quelque sorte. C'est ça. Le foie fait partie. Ça veut dire, justement, parmi les organes, je ne voudrais pas dire, c'est vrai que tous les organes sont importants dans le corps, mais le foie constitue à lui seul, c'est-à-dire l'organe le plus important, s'il faut le dire. À cause des multiples fonctions, comme j'ai signalé tout à l'heure, l'épuration, le filtrage et tout. Voilà. Donc il a plus de fonctions que les reins. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, le foie a plus de fonctions que les reins. N'oublions pas que les reins, le foie, ça commence par le foie, les organes Avant lymphatiques avant d'arriver aux reins. Donc c'est le foie qui joue d'abord le rôle Oui. de filtrage avant d'arriver. Justement, comment nettoyer alors le foie ou alors comment filtrer le foie? Voilà. En ce qui concerne justement là, j'ai cité les aliments, mais je voudrais donner une astuce qui est très importante pour pouvoir purifier son foie. En principe, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de boire beaucoup d'eau
Et utilisez ce qu'on appelle la bouillotte. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la bouillotte. La bouillotte, c'est sous forme de gants. C'est-à-dire, on verse de l'eau à l'intérieur. On trouvera ça dans nos pharmacies, la bouillotte. Alors, une fois que vous avez consommé de l'eau, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez cette bouillotte-là, vous la mettez sur votre abdomen, sur le ventre, et vous faites un circulaire là, le tour de l'aiguille d'une. Avec de l'eau. Avec de l'eau. Il y a de l'eau à l'intérieur. La bouillotte. Oui, vous déposez sur votre abdomen. Je vous assure, ça redonne de la force à notre foie. Ça lui donne la possibilité de justement de pouvoir reprendre ses fonctions d'une manière normale. Voilà, voilà comment purifier. Alors, maintenant le nettoyer. On ne saurait nettoyer son foie sans le purifier avant. Voilà pourquoi la question a été bien posée. Il faut d'abord purifier. Maintenant, pour nettoyer, ça passe par une bonne alimentation. Et quels sont les aliments justement pour bien nettoyer? Je commence par le citron. Nous l'avons parlé plusieurs fois sur notre plateau ici. Ça passe par une bonne, c'est-à-dire vous prenez du citron que vous y mettez dans une bouteille d'eau et que vous puissiez le boire en longueur de journée. Ça, c'est très bien. Ça permet justement aussi de nettoyer son foie. Ça, c'est important. Il y a également ce qu'on appelle les smoothies. Oui. Voilà. Et des légumes. Je voudrais citer. Mais les smoothies là, de quoi? Smoothies de quoi? Oui, je voudrais citer. Les smoothies, en principe, beaucoup plus de légumes. Ça, c'est bien. La betterave. La carotte. Vous y mélangez et vous y mettez du persil. Un bon smoothie comme ça, je vous assure, ça redonne, ça nettoie notre foie. Il y a également du smoothie au curcuma. Oui. Ça également, c'est très bien pour pouvoir nettoyer son foie. Le clou de girofle en même temps. Le clou de girofle, justement, on l'y met dans une bouteille d'eau également, mais il faudra respecter la dose en moyenne 5 grains, puisque le clou de girofle, vous l'y mettez dans 1,5 litre que vous pourrez également consommer. Mais je voudrais, en ce qui concerne les contre-indications du clou de girofle, m'adresser justement à ceux qui ont des problèmes fongiques, ceux qui ont des problèmes de champignons. Il faudra faire très attention justement de se soumettre à cette recette-là. Mais par contre, au clou de girofle. Voilà. Mais ceux qui n'ont pas ces problèmes-là peuvent justement le prendre sans problème. Alors maintenant, d'autres astuces également qui est très bien pour pouvoir nettoyer le foie. Il y a ce qu'on appelle du radis noir. Radis noir, c'est comme les radis noirs. Notamment il y a le noir. Le radis blanc et le radis noir. Voilà, je précise bien le noir. Le radis noir. Voilà. Vous faites des jus avec ça. C'est aussi très performant pour notre foie. Voilà. Wow. Donc, pour tous ceux qui ont passé pendant ces fêtes à manger, à s'empiffrer, si je peux dire ainsi, et tout là, c'est l'occasion idoine, plus que jamais, de commencer. Parce que l'un des premiers organes à laquelle on devrait soumettre à un nettoyage, c'est notre foie. Ça, c'est important de le savoir. On commence par notre foie et justement, d'autres organes vont pouvoir s'en suivre. Est-ce qu'on peut prévenir l'hépatomégalie? Oui, la prévention de toutes les pathologies existe bien. Mais il faut préciser que l'hépatomégalie n'est pas une maladie. C'est les hépatites qui viennent créer ça. C'est les hépatites. Et quand on dit hépatite, il y a hépa qui voudrait dire foie, tit, it. Tout ce qui finit par it. Hein, nous avons appris à l'école. Hein, voudrait dire inflammation. Alors, c'est parce qu'on ne pouvait pas dire hépatite tout court. C'est pour ça que le jargon, on a sorti hépatomégalie pour dire l'augmentation du foie. Mais quand vous entendez parler de hépatomégalie, il ne faudra pas a priori penser que c'est une pathologie. Non, c'est une augmentation du foie qui est causée par une pathologie, qui pourrait être une infection virale, c'est-à-dire virale, qui pourrait être même une hépatite médicamenteuse, c'est-à-dire ceux qui consomment beaucoup de médicaments, notamment comme premier médicament, nous avons le paracétamol, qui affecte beaucoup plus notre foie. Ça, c'est très dangereux. Ça également, ça peut créer une inflammation du foie. C'est pour ça qu'il existe ce qu'on appelle une hépatite aiguë et chronique. Donc, c'est important de savoir que quand vous avez une hépatomégalie, on devrait toujours chercher la cause de cette hépato. Donc, pour prévenir justement, c'est une alimentation saine et équilibrée et des exercices physiques. N'oublions pas que si nous faisons bien du sport, il y aura une bonne circulation et le cœur et les organes seront bien irrigués, c'est-à-dire vont recevoir justement le sang
et tout ce qu'il faut pour leur bon développement. Donc voilà pourquoi on parle du sport. Une autre parenthèse, Larry, s'il te plaît, comment savoir que son foie est enflé ou alors est enflammé? C'est-à-dire que quelqu'un peut être comme ça simplement et il ressent que son foie est... Oui, mais je crois que je l'ai reproduit tout à l'heure, mais non, on ne peut pas. On peut pas. On peut pas, sinon vous sentez une douleur tout simplement, qui peut être confondue, je dis, à une autre pathologie également. La plupart des gens qui ont été sujets aux pathologies du foie, à une pathologie, se sont rendus compte à l'hôpital lors d'une autre consultation, d'un autre motif, qui n'a rien à y voir avec une hépatomégalie. C'est lors d'une consultation, un examen clinique, justement, qu'on se rend compte que, au-delà, c'est-à-dire de de la plainte du patient, il y a ce problème qui se pose. Voilà pourquoi je n'insiste pas trop sur les symptômes, parce que les symptômes passent souvent inaperçus en ce qui concerne l'hépatomégalie. Mais il faut dire, il n'y a pas que le foie où on sent la pesanteur au niveau du thorax, c'est-à-dire de la poitrine. Non, il n'y a pas que ça. Donc, ce que je conseillerais, c'est que, comme j'ai l'habitude de le dire, quand vous sentez que votre corps ne répond pas, qu'il y a quelque chose d'anormal, la seule chose à faire, c'est de chercher rapidement à consulter et de vous soumettre aux différents examens. Parce qu'il faut dire que nous avons perdu également la notion des examens. Parce que je connais des patients qui vont à l'hôpital, qui insistent que non, docteur, prescris-moi quelque chose en attendant, non, prescris-moi quelque chose. Et je voudrais dire justement que, en ce qui concerne l'hépatomégalie, quelle qu'en soit la pathologie du foie, les médecins, pour pouvoir prescrire un médicament, c'est-à-dire ils prennent beaucoup de précautions, ils hésitent même. Pourquoi? Parce que le foie étant déjà touché, ce qu'il faut faire, c'est d'éviter au maximum de prendre les médicaments. Sinon, vous allez fatiguer, parce que parmi les symptômes, justement, il y a cette fatigue-là, il y a ce qu'on appelle la léthargie. La léthargie, c'est-à-dire c'est un sommeil profond et prolongé. Vous ne vous rendez même pas compte que vous dormez trop et tout. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est quand vous êtes en thénopathie. Parce que n'oublions pas qu'il y a ce qu'on appelle l'abcès du foie. Il y a le cancer du foie. L'abcès, il y a des gens qui font du pus, c'est-à-dire on observe du pus dans le foie. Ça, c'est très dangereux. Waouh. Et on fait comment pour extirper ça? Extirper. Pour enlever ça. L'abcès là. Il y a un traitement, non? Il y a un traitement qui permet, parce que il faudra extirper ça. Donc il ne faudra pas confondre avec la présence de l'eau, comme on dit souvent, l'eau dans les poumons où on doit faire la ponction. En ce qui concerne le foie, il n'existe pas. Mais il y a des traitements qui permettent soit certainement de faire assécher. Voilà. Ce pus-là, de faire, voilà. Et comment traiter l'hépatomégalie? Non, on ne parle pas d'hépatomégalie, c'est les maladies liées qui sont pas qui font il faut traiter les hépatites. Voilà. Les hépatites en voilà, fait. En général. Voilà. Donc pour traiter, on ne traite pas l'hépatomégalie, mais on traite la cause de l'hépatomégalie. Qui sont les hépatites? Qui sont les hépatites? Virales ou non virales? Ou non virales. Si votre foie est dû à l'alcool, la meilleure façon de traiter, c'est de vous demander d'arrêter de boire. C'est tout. Si votre foie est dû à trop de graisse, la meilleure façon, c'est de vous soumettre à un régime, justement, hypocalorique, et pour que vous trouviez votre guérison. Donc, toujours est-il dit, il faudra déceler la cause de l'hépatomégalie. Donc, il n'y a pas un traitement contre l'hépatomégalie. Tu as commencé à nous citer les aliments qui sont bons pour le foie, le pamplemousse, et les betteraves, les légumes, les fruits. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que les gens veulent savoir ce qu'ils boivent. C'est déjà le plus important là-bas. Oui, on retrouve ça un peu partout, chacun peut avoir ça. Oui, je demande s'il y en a d'autres. Oui, mais voilà. Les légumes en général sont bien, les fruits en général sont bien. Voilà. Éviter des fritures, comme je l'ai dit, et tout ce qui est raffiné. Voilà. C'est ce qu'il faut. Les huiles raffinées. Les huiles raffinées, la viande rouge, justement, c'est trop gras. Il faut manger à vapeur. Oui, la cuisson, ça c'est le mode de cuisson, c'est manger bien. Tout simplement, et manger bien, et avoir une bonne hygiène de vie. Quand on a une bonne hygiène de vie, ces maladies-là sont loin de nous. Tu sais que les gens, quand tu dis bonne hygiène de vie, les gens ne comprennent pas trop le français. Manger moins de sel, voilà, moins de sucre, voilà. moins de sucre, moins d'huile, voilà. Et manger les légumes et fruits, tout simplement. Et manger avant. Pour résumer, tu bouillis les aliments. C'est-à-dire que tu veux manger le plantain, que de faire frire, tu bouillis. Quand on dit déjà que diminuer l'huile dans les aliments, ça veut dire quoi? Éviter de manger le plantain. Voilà. Quand on dit moins de sel,
Ça veut dire qu'il faut consommer le sel avec modération. Quand on dit moins de sucre, ça veut dire que tu dois consommer le sucre avec modération, pas de façon excessive. Voilà. Donc, je crois que même le plus petit comprendrait le français lambda là, non? Et justement, il faut dire que les pathomégalies, toutes ces pathologies du foie, justement, la base, c'est ce que Maigras vient d'expliquer. Oui. Si nous vivons, si nous observons une hygiène de vie saine, c'est-à-dire qui passe par une bonne alimentation, justement, nous allons prévenir, justement, toutes ces pathologies-là. Parce qu'il faut dire que même l'infection virale, que ce soit la B, que ce soit la C, ce qui fragilise le plus, c'est cette mauvaise alimentation, cette mauvaise façon de vivre. Ça, il faut le dire. Parce que pendant que vous prenez votre traitement, si vous passez encore le temps à pouvoir boire, fumer, manger les graisses, boire de l'huile, comme j'ai l'habitude de le dire, non, vous n'allez pas trouver une guérison. C'est même pour cette raison que tous ceux qui sont pris en charge dans le cas des hépatites, il y a un régime justement dont ils sont soumis. Bon, ça, on revenait maintenant sur les hépatites là. Est-ce qu'il y a une différence entre hépatite aiguë et hépatite virale? Hépatite aiguë et... Aiguë, vous voudrais dire justement, c'est comme une hépatite. C'est-à-dire, je voudrais expliquer terre à terre, ça veut dire que c'est... hépatite aiguë et hépatite chronique. Oui, simple, quand on dit aiguë, c'est ça, je prends les gens l'hépatite A, l'hépatite B et tout. Mais maintenant, quand on parle de l'hépatite chronique, juste c'est pour dire que c'est quelque chose qui va au-delà. 6 mois, 1 an. Plus ça perdure, plus elle devient chronique, plus les complications sont très graves. C'est ce qu'il faut comprendre. Le cancer déjà, c'est une pathologie chronique. Donc quand on va déjà au cancer, c'est la chronicité. Donc il faut comprendre justement qu'on commence toujours par une phase aiguë pour arriver à ce qu'on appelle la phase chronique. Voilà. Est-ce que les phases chroniques, là, il y a des trucs annonciateurs? Parce que la dernière fois ici, tu nous as dit, par exemple, quand tu parles de l'indigestion, qu'il y a des gens qui, dès qu'ils mangent directement, ils vont au sel. Oui. Dès qu'ils mangent directement, ils vont au sel. Est-ce que c'est des signes qui montrent que... Oui, mais déjà, en ce qui concerne les hépatites chroniques, quand vous êtes déjà à ce stade-là, ça ne trompe pas. Vous perdez du poids. Non seulement la baisse du sang, quand vous faites des analyses, vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire même une anémie. Il y a une fatigue inexpliquée. Vous n'avez pas du tonus, vous n'avez pas du punch. J'ai parlé tout à l'heure de la léthargie, là, c'est-à-dire vous êtes toujours en train de dormir. Parce que le corps, voilà. Et voilà, j'allais oublier justement la coloration jaune de la peau. Oui, la jaunisse. Oui, la jaunisse, à cause des atteintes hépatites. Il faut comprendre justement qu'on fait la jaunisse. Mais ta peau est jaune. La peau est... Ah non, c'est que tu es seulement belle. Calvino. Alors, il y a justement ça également. Et justement, pour rassurer ce que Maigras venait de dire, l'urine. N'oublions pas que la couleur de nos urines détermine également notre état de santé. Ça, c'est important. Plus les urines sont foncées, c'est un problème. Oui. Je ne voudrais pas prendre comme l'exemple de la couleur du studio là. Il faut que les urines soient claires pour que vous puissiez comprendre. Et ça passe justement par la prise d'eau. Il faut beaucoup consommer de l'eau. Voilà pourquoi j'ai parlé tout à l'heure, quand vous parlez comment purifier, il faut beaucoup boire de l'eau. D'ailleurs, les organes en ont besoin. On dit que l'eau élimine 33 maladies. Et ça, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des complications de l'hépatomégalie? Non, pas complications. Des hépatites en général, il y a des complications. Les complications vont jusqu'à la phase du cancer, terminal. Quand rien n'est fait. On parle de complications quand rien n'est fait. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Waouh. C'est dangereux, hein? Non, mais c'est vraiment dangereux. De toutes les façons, Larry, on comprend qu'il faut prendre soin de son corps et faire très attention, sinon on va tomber dans... Et ne pas trop manger la vie. Non. Manger la vie, mais avec modération. Avec modération. On comprend que tout ce qui est excès nuit. Voilà, ça c'est bien dit aussi. Justement, tout ce qui est excès nuit. Voilà. Et peut-être, est-ce qu'on ne pourrait pas faire, Larry, des régimes? On peut décider de faire une semaine un régime sans sel, une semaine un régime sans sucre. Oh, non. Un régime sans sucre, oui. Mais un régime sans sel, c'est autre chose. Pendant une semaine? Oui, ça c'est... Non, c'est dangereux. C'est très dangereux, je m'explique. Parce que le rôle du sel, c'est quoi? Les cellules ont besoin du sel pour pouvoir garder de l'eau. Oui. Vous comprenez un peu. Mais l'excès, vous savez, quand vous faites l'excès, il y a rétention, ce qu'on appelle rétention d'eau. Et d'où vous faites des œdèmes au niveau des voilà. Mais
Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut vivre sans sel. Parfois, ils disent que non, on m'a soumis à un régime, on a dit pas de sel. Non, les médecins, même pour les hypertendus, on dit un peu, plus ou moins. C'est bien précisé. Parce qu'il y a des gens qui rentrent et qui commencent à traumatiser ces parents-là, que non, le docteur dit ne mange pas du sel. Et du coup, vous savez, si vous ne mangez pas du sel, vous allez vous sentir fatigué. L'organisme en a besoin. Mais on peut faire un régime sans sucre. Je vous ai dit que d'ailleurs, pour les cas des personnes vivant avec des cancers, le sucre est l'ennemi numéro 1. D'où, chez ces personnes-là, on interdit strictement le sucre. Vous savez, plus vous évitez le sucre, plus vous, c'est-à-dire, vous mettez en difficulté le cancer de pouvoir se nourrir bien. Parce qu'il se nourrit plus de sucre. Oui, Voilà. j'ai un témoignage d'une dame, Larry, qui, ici au Cameroun, on lui a fait comprendre qu'elle devait avoir un régime sans sel, prescrit par un médecin. Oui. Et on avait dit qu'elle est hyper tendue. Oui. Et mais quand elle est allée en vacances voir ses filles en Europe, en France, on lui fait un check-up et on lui dit qu'elle manque de sel dans son corps et elle n'est pas hyper tendue. Ah, ça c'est grave. Ah, ça c'est grave. En plus. Justement. Voilà. Vraiment, le témoignage m'amène justement à interpeller beaucoup de gens. Voilà pourquoi on dit... Les médecins. Oui, non, voilà pourquoi on dit, mais grâce, des contre-examens sont importants. C'est vrai que vous avez dit, il a fallu qu'elle traverse de l'autre côté. Oui, même étant ici, on aurait pu constater si elle était allée rencontrer un autre médecin. Elle était. On a changé, on a fait les traitements, elle est partie même voir un autre. On a dit toujours que hypertension, elle est tendue, hyper tendue. Et quand elle va en France, on trouve qu'elle n'a pas ça. C'est comme d'autres, si on vient dire qu'ils ont le VIH, ils vont faire le voilà, c'est vrai. C'est vrai, mais gars, c'est un domaine assez complexe parce que c'est vrai que parfois, on peut dire que vous souffrez d'une pathologie, pourtant vous ne souffrez pas. Ça, c'est vrai. On ne dit pas le contraire. Mais on dit souvent que c'est le patient qui sent mieux son corps que le médecin. Les médecins ne sont pas des marabouts. A priori, ils peuvent dire quelque chose qui n'est pas. Mais toi qui sens ton corps, tu es mieux placé pour pouvoir non seulement attirer l'attention du médecin, ça c'est important. Ça, il faut le dire. Parce qu'il y a des gens même qui ont cru souvent être enceintes, pourtant ils ne le sont pas. Qu'on les dise même qu'ils sont enceintes, pourtant ils ont la présence d'un fibrome ou bien d'un myome. Vous comprenez un peu. Donc, je dis, pour moi, j'ai toujours donné comme conseil, il faut avoir plusieurs avis. Ça, c'est important. Et toujours faire des bilans. Et des bilans vraiment minutieux. Parce que, en réalité, c'est pourquoi? Parce qu'elle est partie et on a fait un bon bilan qui a permis justement de pouvoir comprendre que non, tiens, en principe, elle ne devrait pas non seulement arrêter de consommer du sel, et en plus, elle n'était pas hyper tendue. Donc ça, c'est important. C'est parce qu'elle a vraiment fait un check-up comme ça se doit. Contrairement à ces check-up qu'on fait souvent d'une manière fortuite, c'est-à-dire à la légère. Voilà. Donc l'interpellation, c'est important ce matin que les gens comprennent que aussi, c'est-à-dire nous accordons l'importance à prendre soin, à laver nos voitures, on accorde l'importance à pouvoir mieux laver nos habits, nous devons également accorder l'importance, c'est-à-dire à bien prendre soin de notre corps. Ça, c'est important. Et prendre bien soin de notre corps passe justement par une règle d'hygiène de vie qui est celle de bien manger, de bien dormir et de bien faire le sport. Merci beaucoup Larry Stéphane, on te retrouve, les numéros des téléphones sont affichés. Je suis sûr que tu es même déjà débordé, tu n'as plus le temps pour pouvoir t'occuper de tous ces patients-là. En tout cas, on te souhaite une bonne année, une bonne et heureuse année et j'espère que tes doigts, le Seigneur pourra continuer à les utiliser pour guérir les malades et que le Seigneur t'ouvre les portes au-delà de ton entendement. Bonne année encore à toi, Calvino. Bon appétit à toi. Bonne année. Salut ma chérie Coco. Oui, et mon puis, bébé. Reçois mon câlin ce matin. Prends mon câlin. Ouais, le câlin de ma gueule. Allez, et on a surnommé Larry l'homme en blanc. Bisous à vous. Demain, c'est un autre jour. Restez en compagnie des programmes de ST. À tout de suite.